Nordine Hachemi, bonjour. Bonjour. PDG de Kaufmann & Broad, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Alors après une année 2017 exceptionnelle en termes d'activité, avec un nombre record de transactions dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, on sera sans doute aux millions de transactions. Comment se profile 2018 ? Alors 2018, on anticipe un marché qui pourrait être en léger tassement par rapport à celui de l'année dernière. Nous, on raisonne sur le périmètre qui nous concerne, c'est-à-dire à peu près 130 000 logements dans le neuf en 2017. On pense que le marché se situera entre 125 000 et 130 000 en 2018. On va dire une relative stabilité en étant prudent sur les prix. Il est fondamental qu'on maintienne des prix raisonnables pour pouvoir être en ligne avec le pouvoir d'achat de nos clients. Mais est-ce que cela veut dire que depuis le début de l'année, vous sentez un ralentissement, il y a moins de dynamisme qu'au cours de l'année 2017 pour l'acquisition, que ce soit d'ailleurs primo-accédant ou investisseur? Début d'année, sur un mois, c'est très difficile de tirer les tendances, surtout qu'on a eu un enchaînement de vacances particulières, puisque si vous regardez avec les vacances de Noël, la reprise de l'activité s'est faite plutôt vers le 7 janvier, donc on a très peu de retours pour le moment. On va encore avoir les vacances de février qui viennent très vite. Tout ça, ça a un impact sur les rythmes à un moment donné. Donc aujourd'hui, non, on ne voit pas d'attentisme. Le marché fonctionne. Encore une fois, par contre, on voit une très forte sensibilité au prix. Et donc, il faut être très raisonnable sur les prix. Alors, ça, on va l'évoquer effectivement. Quels seraient les signes d'un retournement de tendance éventuel? Ce serait une hausse des prix combinée avec une hausse des taux de crédit notamment, que les conditions d'emprunt soient plus difficiles? Alors, c'est une question de rapidité du changement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait accepter des hausses de taux à partir du moment où ça se fait doucement, que il n'y a pas de hausse brutale. Et effectivement, une hausse des taux qui serait brutale et qui viendrait s'appuyer sur des prix élevés aujourd'hui, là, ça provoquerait certainement un ralentissement du marché. Par contre, si on est sur une tendance haussière des taux avec un rythme raisonnable, qu'on a le temps d'adapter nos produits et les coûts à cette hausse de taux, à ce moment-là, encore une fois, on peut maintenir des prix qui correspondent au pouvoir d'achat de nos clients. C'est la clé, c'est l'enjeu. Alors justement, Nordine Hachemi, vous l'évoquiez, on est en fait sur une gamme de prix dans le neuf en région à 4 000 € du mètre carré en moyenne. En Ile-de-France, je crois que c'est juste au-dessus de la barre symbolique des 5 000 € du mètre carré. Comment produire du logement, entre guillemets, abordable? Est-ce que c'est possible? Pour ça, il faut mettre, c'est possible, c'est toujours les mêmes recettes, on la connaît la recette, elle est très difficile à mettre en place, mais on la connaît. C'est d'abord de mettre à disposition des terrains, qu'il y ait moins de pression sur le prix des terrains, ça c'est fondamental, et plus il y aura de foncier disponible, plus les prix de foncier seront raisonnables, ce qui est aussi l'intérêt d'ailleurs des propriétaires, ça ne sert à rien de signer des promesses de vente de terrain à des prix très élevés pour des projets qui ne se feront pas. Donc ça, c'est les permis de construire, c'est réguler les recours sur les permis de construire, c'est aussi arrêter l'inflation des normes de construction. Alors là aussi, la volonté est là, la mise en œuvre est encore lointaine, mais en tout cas, la volonté et les ingrédients sont connus. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Ça veut dire aussi de travailler plus étroitement avec les collectivités, les municipalités, être vraiment des acteurs sur le terrain, dans tous ces quartiers qui poussent, et ces programmes souvent mixtes aussi. Oui, alors ça fonctionne. Sur les grands projets, ça fonctionne déjà bien. Les collectivités sont très présentes sur leurs projets, c'est elles qui attribuent les permis de construire. Donc ça veut dire, oui, être raisonnable et pas perdre de vue cet objectif à un moment donné, qu'à la clé, tous ces projets n'existent que parce que nous avons des clients qui, à un moment donné, vont décider de s'engager pendant 20 ans à s'endetter et à mettre leur patrimoine sur un projet. Et là, il faut vraiment, c'est la clé des projets, c'est bien avoir à l'esprit qu'on doit respecter ce qu'ils sont capables de financer. Le gouvernement prépare actuellement un projet de loi en fait, sur le logement. Qu'attendez-vous de la politique du logement en France? De la sérénité, pas trop de schizophrénie. Ce que je pense, c'est qu'on n'a pas besoin de faire en 3 mois un projet de loi. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas un logement. Le logement n'est pas politique. Le logement, il est universel. C'est un besoin qui concerne toute la population. Il n'y a pas une politique du logement de gauche ou de droite. Et donc, moi, j'aurais voulu qu'on se donne du temps pour élaborer cette loi.
Je pense que jour en avril, normalement, on parle du mois d'avril, oui. Oui, mais 3 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a à la fois de l'urgence, mais il y a besoin de temps pour parler des problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est quoi? C'est d'abord de savoir quel type de logement on veut construire. Pour qui, hein? On a des grands mouvements démographiques qui se préparent. On a les phénomènes sociétaux qui nous amènent à avoir 6 millions de foyers supplémentaires. On a un développement démographique qui est une chance pour la France, qui va nous amener 7 millions d'habitants supplémentaires d'ici 2040. Quel type de logement on veut, hein? Quel type de logement on veut pour la population senior qui est en train de se développer. Ça, vous trouvez que ce n'est pas assez pris en compte, notamment par le gouvernement et ses ateliers sur le projet de loi logement? On est parti, le thème aujourd'hui c'est de faire un choc d'offres, j'aurais voulu qu'on se pose la question sur quelle est la demande. D'accord. En matière, s'il y avait un message à adresser aux investisseurs dans le neuf qui sont très présents, où faut-il, selon vous, quels sont vos bons conseils pour investir en Pinel en 2018? Alors, on a un avantage dans les réformes qui ont été faites, c'est que la prolongation du Pinel sur les zones tendues, et je pense que ça c'est un bon indicateur pour les clients aujourd'hui, beaucoup moins de risques de faire des investissements dans des zones qui sont détendues, qui parfois présentent des opportunités sur le marché locatif, mais qui demandent une forte attention. Quand on est dans les zones A, B1, on prend peu de risques sur la demande locative, puisque c'est ça l'enjeu. Ce sont les grandes agglomérations, ces zones. Tout à fait. Ça va être l'Île-de-France, ça va être des villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier. Donc on a des marchés locatifs, voilà, Nantes, on a des marchés locatifs profonds, et donc une demande locative, et donc le bien trouvera preneur très rapidement. Et ça veut dire que tout le reste, on évite, c'est-à-dire zone C, même s'il y a encore 1 an pour signer en zone C en Pinel. Zone C, c'est plutôt un marché d'accession, beaucoup moins un marché d'investisseurs. De la même manière, la zone B2, on peut encore faire des investissements en zone B2. On a des cas particuliers dans des zones B2 de villes où il y a un vrai marché locatif qui était classé en zone B2. Et là, on peut encore faire des investissements avec des fiscalisations dans ces zones-là. Mais vos bons conseils aussi, c'est de se rendre toujours quand même sur place, d'aller vérifier, regarder le programme, s'il y a une demande locative forte, pour éviter les mauvaises surprises. Tout à fait. Et en fait, le meilleur critère qu'on puisse avoir, c'est s'assurer qu'il y a de l'accession dans le programme. Parce qu'à partir du moment où vous avez des acquéreurs qui ont décidé d'y vivre, ils ont fait un peu le travail pour vous. C'est-à-dire, ils s'investissent énormément, c'est un gros engagement pour nos acquéreurs en accession, et donc ils ont fait le travail d'études, d'enquête, qui qualifie le programme comme étant attractif également pour des locataires. Alors justement, à propos d'accession, pour terminer, Nordine Hachemi, quels sont les 3-4 programmes emblématiques de Kaufmann et Broad pour cette année 2018 qui vont ou sortir de terre ou être livrés? Quels sont-ils? On a des grosses livraisons de projets qui sont assez emblématiques. Il y en a un à Nantes, sur l'île de Nantes, qui est un ensemble à la fois de logements, de résidences étudiantes, de bureaux et l'implantation d'une école hôtelière internationale qu'on a fait venir à Nantes. Donc c'est un programme qui va être livré au printemps. On a Batignolles, on va livrer un peu moins de 200 logements dans le 17e. Sur le magnifique parc qui a été développé par la ville de Paris, pareil, qui va être livré au cours du trimestre à venir. Et puis dans les nouveaux programmes, j'évoquerai Strasbourg, puisque c'est un retour de Kaufmann et Broad à Strasbourg sur un très beau projet de 35 000 m², donc c'est un mix de bureaux qui sont réversibles en logement, et puis de 300 logements à peu près sur les bords du Rhin, à la frontière allemande, qui va être un très très beau programme avec des services et un cadre de vie assez exceptionnel. Voilà pour ces idées de programme. En tout cas, belle année 2018. Nordine Hachemi, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.